J'aimerais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que l'hypnose pour vous? Si maintenant je vous parle de l'hypnose, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi votre définition pour vous? C'est un état différent. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Alors, moi, j'ai une fois vécu ça en tant que spectacle. J'ai vu l'influence. Je pensais que c'était quelque chose qui était monté de toutes pièces, D'accord? artificiellement. D'accord? Et c'est mon petit neveu qui a été, je sais pas, il a été réceptif et il est parti. Et j'avoue que ça m'a fait peur. D'accord. C'est super intéressant que vous soyez là, parce que ça ne va pas être pareil, et parce que c'est là où moi je mets un point d'honneur et où je veux surtout vous montrer que, au-delà de l'influence, l'hypnose de spectacle, ça reste du show, ça reste du média, il faut que ça fasse parler, et bien sûr c'est une influence. Mais moi ce que je vais faire, donc ma manière de travailler ici, vu que je suis hypnothérapeute, c'est de justement ne pas influencer la personne. On fait complètement l'inverse finalement. Ce qui veut dire que un hypnotiseur de spectacle, qu'est-ce qu'il va faire? Un hypnotiseur de spectacle, il va utiliser des outils qui est la peur et la fascination. Il va vous prendre de haut. Et il va tellement vous prendre de haut, vous envelopper, que vous n'avez plus d'option que de le suivre. Mais vous imaginez bien que lorsqu'on va voir un hypnotiseur de spectacle, on s'attend déjà à avoir du show. Les personnes qui viennent sur scène, ils s'attendent déjà à faire des choses que l'hypnotiseur va lui demander de faire. Les personnes que je côtoie, moi, ils ont quelque chose, un mal-être en eux. Ça touche à leur vie privée, à leur vie personnelle. Ça touche à leurs besoins aussi. Je ne pense pas qu'ils veulent se faire manipuler. Je ne pense pas qu'ils veulent aussi se faire entendre, comme on dit, le cliché, se faire faire la poule. Je ne pense pas. Voilà pourquoi je mets un point d'honneur à créer ces cabinets publics ici. J'imagine que là, parmi vous, quand vous êtes venus, il y a des personnes qui, naturellement, se sont assis et ont dit bonjour à leurs voisins, leurs voisines, naturellement. En tout cas, j'espère. J'imagine aussi que, parmi vous, il y a des personnes qui ont voulu dire bonjour à leurs voisins, leurs voisines, ou en tout cas, on connaît des personnes qui veulent dire bonjour à leurs voisins, leurs voisines, mais qui n'ont pas osé. Alors souvent, ça donne des personnes qui esquissent un peu du regard comme ça, qui peut-être dit bonjour du coin de la bouche ou avec le regard, mais sans plus, qui n'ont pas osé. Et on connaît aussi des personnes qui viennent dans un groupe et qui s'installent directement. Il faut le dire, qui ne prêtent pas attention à droite, à gauche et qui sont juste là. Toutes ces informations-là, toutes ces réactions inconscientes disent des choses sur nous. Alors il n'y a pas de bien ou de mauvais, hein. C'est juste des informations. Mais au-delà de tout ça, prenez le troisième cas de figure. Les personnes qui viennent et qui s'installent directement, qui ne font pas attention à leurs voisins, leurs voisines, qu'ils sont juste là présents. C'est souvent des personnes basées beaucoup sur le contrôle sur eux, de eux-mêmes. Mais ça dit quoi si ce n'est qu'ils sont là, qu'ils attendent déjà l'information, qu'ils attendent que la conférence commence, qu'ils attendent d'avoir compris. C'est souvent des personnes où il va falloir expliquer les choses très didactiques, avec des réactions précises. C'est soit ils comprennent, soit ils ne comprennent pas. Mais ça dit quoi sur eux si ce n'est « regardez-moi aussi », si ce n'est « regardez, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on ne me regarde pas, je suis là, bien présent, aimez-moi ». Il y a de l'amour derrière tout ça. Le deuxième cas de figure, les personnes qui n'osent pas dire bonjour, qui sont là, qui esquissent un petit coup comme ça. Ça dit quoi sur eux si ce n'est ce besoin tellement immense, tellement fort de créer un lien si parfait avec la personne que pour le coup, ils ne font rien, de peur de mal faire, de peur que la personne la juge finalement. Pour le coup, c'est contre-productif parce qu'elle voudrait, mais elle veut tellement que la relation soit parfaite qu'elle ne fait rien. Mais derrière tout ça, ça reste de l'amour. Il y a de l'amour derrière tout ça. Prenons le premier cas de figure où les personnes viennent et disent naturellement bonjour, à droite, à gauche. Il y a des personnes qui disent tellement bonjour, qui veulent tellement montrer qu'ils sont là pour les autres, à un tel point qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ça dit aussi des choses. Je veux tellement donner pour les autres, mais à quel point je m'aime moi-même.
j'aimerais qu'on fasse juste une petite chose avant de commencer. J'aimerais que là, vous allez tous vous dire bonjour, votre voisin, votre voisine. Mais avant de vous dire bonjour, j'aimerais que vous prêtiez simplement attention. Vous allez juste simplement prendre une personne, donc à gauche, à droite, comme vous voulez, la regarder dans les yeux intensément. Mais demandez-vous, qu'est-ce que cette personne-là m'apporte à moi? Quelle est la chose la plus importante? C'est comment je peux créer un rapport entre vous et moi et faire en sorte que là, pour l'instant, vous êtes la personne la plus importante pour moi, maintenant. Vous allez juste regarder une personne dans les yeux, vous allez compter 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Et après, vous allez simplement dire bonjour. Une fois que vous allez faire ça, ça crée une réaction. Et vous allez passer à la suivante. Vous regardez simplement une personne, vous attendez 5 secondes, droit dans les yeux, vous dites simplement bonjour, et vous passez à l'autre. Sans rien dire. Il n'y a pas de « comment tu t'appelles ?» c'est ça, pour ça il y a le bar à côté. Ça sera après. Mais simplement faire ça. Et on continue la suite. D'accord? Je vous laisse quelques minutes pour faire ça. C'est fou comment en quelques secondes on peut créer du sourire. C'est fou comment en quelques secondes on peut créer ce regard d'enfant. C'est ça que... ce regard qui est pétillant comme ça. Alors il faudrait mettre une caméra de ce côté-là pour bien vous montrer les choses. Mais et si c'était ça l'hypnose? Et si c'était rien que ça? Alors bien sûr, il y a plein de techniques, mais si c'était juste ça la base, être présent pour l'autre, être juste là, bien en rapport avec la personne, sans jugement, sans rien. Juste, je suis là, je ne te connais pas, mais je suis curieux de te connaître. Un de mes professeurs, de mes superviseurs, qui justement actuellement il est en train de faire une conférence sur Nice, donc sur tout ce qui est basé dans les neurosciences, sur le cerveau, me dit souvent que pour devenir thérapeute, il faut retrouver l'âme d'enfant, l'âme d'un enfant de 3-4 ans. Vous savez, c'est cette personne qui dit « Ah, je fume et j'arrive pas à arrêter ». Et cet enfant qui lui dit « Ah bon, pourquoi ?» Mais vraiment sans jugement, il lui pose vraiment cette question-là. On voit tous qu'un enfant est hypnotique finalement. Regardez les personnes qui regardent un enfant ou un nouveau-né, ils sont là, ils ont le regard figé, la bouche qui tombe, et ils sont autre part. Si c'était que ça, l'hypnose, juste être présent à l'autre sans le juger, juste être là. À partir de là, c'est un rapport, c'est un lien, une danse qui se crée. Ce qui veut dire que je m'ouvre et la personne, elle s'ouvre aussi. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de choses qu'on cache. Et donc à partir de là, je pense que de grands changements peuvent arriver. J'imagine en tout cas. Alors on sait maintenant qu'avec les neurosciences, avec l'imagerie cérébrale aussi, les IRM, que l'hypnose n'est pas du sommeil. On ne dort pas sous hypnose. Je dirais même qu'à l'inverse, l'hypnose, ça serait plutôt un état d'éveil. Il y a l'état de sommeil, un état de conscience, on va dire un état de routine, je dirais même, et il y a l'état d'hypnose que j'appellerais un état d'éveil. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans des routines, quoi qu'il arrive. Si je reprends l'histoire de la personne qui fume, elle est dans sa routine, et elle se raconte l'histoire. Et elle a envie d'arrêter. Mais comme elle est engrainée dans cette routine, elle est endormie finalement dans son problème. Et finalement, l'état d'hypnose, ça serait comme si on pouvait l'éveiller. En fait, lorsqu'on rentre sous hypnose, c'est simplement cette optique où on peut se décaler, on peut regarder les choses d'une autre perception et se dire « Ok, là j'ai ma routine, et si je passais autre part? Et si je contournais la chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ?» Les personnes qui rentrent sous hypnose, c'est juste pouvoir réapprendre les choses d'une autre manière. Il ne s'agit pas de tout comprendre, cela ne sert à rien. Un nouveau-né, on ne lui explique pas comment son corps il fonctionne pour qu'il marche. C'est bien mieux de regarder, de tester, de tomber et puis de faire des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs que le cerveau réapprend, réajuste le tir. Et finalement, c'est bien plus beau quand on ne comprend pas les choses, mais on change.
Voilà pourquoi des fois l'hypnose, ça reste un peu du mystère. Parce que très souvent, les personnes qui font de la thérapie se disent « j'ai pas tout compris, mais j'ai changé ». Et je pense que c'est ça le plus beau. Finalement, on sait aussi que lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'entraîne dans cet état-là, on s'entraîne dans cet état d'hypnose, c'est juste quand on crée un chemin, un nouveau chemin. Et plus on s'attarde à le faire, plus le chemin il devient plus précis et plus on a envie d'y aller. On s'aperçoit aussi que les personnes qui rentrent sous hypnose, c'est un état qui est tellement agréable, finalement qu'on a plus de facilité à mettre quelqu'un sous hypnose qu'à en sortir. Parce qu'ils ne veulent même plus en sortir tellement que c'est bon, tellement que c'est un état, je vais dire, où tout est possible. Imaginez que là, vous êtes en train d'écrire votre histoire. Toutes vos réactions, toutes vos pensées, toutes vos habitudes créent votre histoire à vous. Pourquoi ? Parce que je pense que la connaissance nous libère, mais que la connaissance n'est rien sans la pratique. Ça ne sert à rien de tout connaître si nous ne pratiquons pas les choses. Voilà. On est d'accord. Et donc voilà pourquoi j'organise ces cabinets publics et voilà pourquoi j'invite aussi les personnes à venir ici pour tester, pour pratiquer. Alors, les personnes qui voudront venir ici, j'attends juste que c'est des personnes qui ont une envie, en tout cas une demande particulière. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est simplement pour vivre un état d'hypnose, il y a les hypnotiseurs de rue, des hypnotiseurs de spectacle qui font ça très bien. Moi, je trouve qu'on peut faire des choses bien plus douces, bien plus fortes, qu'on peut créer du changement. Alors, pour vous parler, j'avais envie de vous parler d'une théorie qui est la théorie de l'esprit. Alors, la théorie de l'esprit qui a été mise depuis une bonne paire d'années par Darwin et encore d'autres scientifiques. Qu'est-ce que ça dit, la théorie de l'esprit ? Je la fais en cours, très simple, qui est que, en fait, l'homme, l'être humain, ne peut pas s'empêcher d'halluciner. On hallucine tous, quoi qu'il arrive. Notre vie est une hallucination. Vous savez aussi très bien que les mots que je prononce, à la base, ce sont que des sons, ce sont que des vibrations. Et ces vibrations-là vous parviennent à vos oreilles, puis l'oreille transmet une information au niveau du cerveau, qui vous retransmet l'information pour une phrase qui est à peu près cohérente. Ça reste aussi de l'hallucination. En fait, nous hallucinons en permanence. C'est ce qui fait que lorsqu'on regarde les nuages, alors nous percevons des animaux, des visages, un crocodile, un cheval. Mais c'est une faculté qui est énorme, qui est super, qui est sublime. Tout dépend de quelle façon on la prend aussi. Parce que si on prend cette façon-là en se disant c'est génial parce que nous pouvons aussi halluciner positivement, alors ça peut devenir très intéressant. Mais on l'a tous déjà vécu. Lorsqu'on écoute une musique, lorsqu'on va voir un opéra, pourtant ce sont que des sons, mais ces sons-là, ils nous transportent, ils nous envoûtent. C'est des mots forts, c'est des mots d'hypnose justement, quand on est envoûté, quand on est transporté. Et rien qu'en écoutant des sons, on se raconte une histoire. Que ce soit les basses, les graves, qui nous font rappeler à la force, la puissance, l'envie, l'action. Que ce soit les instruments à cordes, le violon, qui nous fait penser à le féminin, à des choses plus arrondies, plus envoûtantes. Que ce soit les instruments à vent, qui nous font penser à la légèreté, aux choses un peu plus en douceur, comme ça, comme si c'est le vent qui réunissait les deux. Et tous ces instruments-là nous racontent une histoire. C'est Mozart qui disait qu'il voyait les notes de musique. C'est une faculté qu'on a. Alors, moi je me dis, pourquoi pas la mettre à notre service, plutôt que de se laisser avoir par ça. Bien sûr, ça demande une éducation de notre cerveau. Demandez-vous comment vous pouvez vous raconter l'histoire d'une façon autre, d'une façon différente, pour que votre vie soit peut-être plus douce, plus allégée, plus belle. Non, j'aimerais vous demander à vous, qui est-ce qui, dans sa vie de tous les jours, se raconte une histoire et qui ressent cette envie de vouloir changer, de vouloir passer un cap, mais qu'il y a toujours une histoire qui revient, qui la ramène en arrière, peut-être des croyances, peut-être des choses qui lui permettent de douter,
par exemple, même, de douter d'elle. Est-ce que ça vous parle? Oui? Qui a un objectif? Quelque chose qui voudrait partager aussi, pas la peine que ça soit privé, hein, mais un objectif, qui a une envie de vouloir changer quelque chose? Je souhaiterais, c'est de savoir vers quoi m'orienter, parce que si je suis honnête avec moi-même, je me dis que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas forcément ce que je souhaite continuer à faire. D'accord, Donc, d'accord, et donc je suis un petit peu dans l'inconnu, quoi. d'accord. Je veux dire, c'est génial, mais c'est génial parce qu'on peut travailler là-dessus. C'est parce que vous savez déjà ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas. Pardon ? Vous savez déjà ce que vous n'aimez pas ou n'aimez plus faire. Oui, parce qu'en fait, je me suis. Tout ce que vous disiez tout à l'heure, ça a résonné en moi. Mhm. J'ai l'impression même de vivre tout ce que vous avez dit. D'accord. Parce que je suis à ce stade-là, D'accord. quelque part, cette compréhension-là. Oui. Je trouve que ce qui est juste, c'est ce que vous disiez tout à l'heure concernant la relation. La chose la plus importante pour moi, c'est la relation à l'autre. Ouais. Sans ça, on n'est rien. Et c'est ce que j'aimerais trouver dans le professionnel, justement. Dans le professionnel, d'accord. Voilà. J'imagine que vous avez vécu des relations professionnelles pas très... C'est-à-dire que c'est si pauvre parfois. Mhm. Voilà. Vous voulez venir? Qu'est-ce qui vous empêche de venir? La caméra. D'accord, on peut l'éteindre, hein? On peut l'éteindre.